Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP pour ce nouveau direct de Famille, justice, enfance. Aujourd'hui, un direct avec Maître Frédéric Martin. Maître Frédéric Martin, ancienne magistrate qui est aujourd'hui avocate. Donc nous allons pouvoir parler de droit, nous allons pouvoir parler de fonctionnement de la justice avec un aperçu de l'intérieur. Maître Frédéric Martin est avec nous en direct en webcam, sur StreamYard là. Donc nous sommes diffusés en même temps sur YouTube. Maître, bonjour, vous allez bien ? Bonjour messieurs, tout va bien ? Bonjour. Bon, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter, nous dire ce que vous avez fait dans le contexte de ce soir, c'est-à-dire en fait ce qui vous a amené à la magistrature et ce qui a fait qu'ensuite vous êtes devenue avocate ? Alors j'ai eu un parcours effectivement mixte. J'ai d'abord été avocate pendant une dizaine d'années au sortir de mes études et puis j'ai suivi les épreuves du concours de la magistrature. Et je suis rentrée dans la magistrature, j'y suis restée 10 ans aussi également. Puis je suis revenue depuis une bonne année vers l'avocature. D'accord. Et la magistrature, donc vous avez touché à l'assistance éducative, vous avez touché au juge des enfants, vous avez touché au parquet, ce qu'on appelle le parquet qui est ministère public, service du procureur. Vous avez... Alors pendant 10 ans, effectivement, j'ai exercé comme magistrat du parquet, notamment à la permanence, au service criminel, à l'exécution des peines, au parquet mineur également, donc tout ce qui touchait l'assistance éducative. D'accord. Et Okay. le droit des mineurs. Donc là, très clairement, en fait, une grande partie de votre activité a été consacrée à la protection de l'enfance et à la gestion des incidences des conflits familiaux, si je puis dire aussi. Alors sur une partie, oui, pas sur 10 ans, mais régulièrement, de toute façon, quand vous êtes au niveau, en tant que magistrat du parquet, vous avez une activité, vous touchez un petit peu à tout. Oui, donc il y a les violences intrafamiliales, il y a l'enfance, il y a... Voilà. D'accord. Vous ne touchez pas qu'un seul secteur, contentieux. Oui. Vous faites à la fois du droit des mineurs et du droit des majeurs. Donc vous touchez à la fois les majeurs et les mineurs, et vous avez un petit peu de toutes les infractions. Donc c'est pas essentiellement que les violences d'infraction. Non, mais vous savez, je dis ça parce qu'on a la ligne de l'émission et que je crois aussi que c'est un sujet sur lequel vous vous êtes également engagé en milieu associatif ou à titre personnel. C'est un domaine que vous connaissez. Tout à fait. Je suis engagée dans diverses associations. L'association Innocence en danger, l'association Michael Justice, et j'interviens également aux côtés de l'ONU sur la lutte contre les placements abusifs pour essayer de rappeler les textes européens, internationaux et aider l'ONU à faire en sorte que sur le plan interne, ces textes soient respectés et que les placements effectivement soient pleinement justifiés. Alors ça c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui a travaillé dans les tribunaux au niveau du ministère public, qui est, rappelons-le, lorsqu'il y a une information préoccupante, l'organisme qui va demander qu'il y ait une saisine du juge des enfants pour évaluer une situation, ou alors lorsque il y a une violence intrafamiliale ou un cas constaté vraiment de délit où la famille ou l'enfance est consacrée, vous étiez effectivement, vous, en première loge dans la mécanique qui, quelque part, met en place les placements et ce genre de choses. Tout à fait, mais c'est intéressant parce que ça permet de voir les deux côtés. Oui. Et surtout, ça permet de comprendre quel est le circuit qui est emprunté de l'information préoccupante et qu'est-ce qui fait qu'une information préoccupante peut être valide comme telle, ou quelles sont les informations dont nous pourrions avoir besoin pour avoir plus d'éléments et plus de vérifications. C'est-à-dire que ça permet de comprendre où cela peut pécher et où il peut y avoir effectivement un éventuel dysfonctionnement, s'il y en a. D'accord. Alors, l'autre caractéristique que vous avez, en plus de votre engagement, etc., c'est que vous avez accès à deux points de vue différents. Je veux dire, il y a un certain nombre de points de vue. Il y a le point de vue du parent, il y a le point de vue de l'enfant, il y a le point de vue du travailleur social, il y a le point de vue de la justice, du juge, il y a le point de vue de l'avocat. Vous en avez deux. Vous avez le point de vue de l'avocat et vous avez le point de vue du magistrat. Et vous m'aviez expliqué, avant que on préparait l'émission, quand on se parlait, que finalement, il y a une très grande différence de vision suivant la position où on se trouve. Alors oui, forcément, parce que lorsque vous êtes au parquet, vous défendez l'intérêt général, et lorsque vous êtes avocat, vous défendez effectivement des parties, donc c'est déjà un positionnement clairement différent. Et surtout, j'ai envie de dire que quand vous êtes un peu pris dans la mécanique, avec des flux très importants, face à une pile de dossiers, où vous devez quand même, avancer,
vous n'avez peut-être pas le même regard que lorsque vous regardez un seul dossier où vous allez pouvoir vous y plonger de façon beaucoup plus importante et pouvoir observer tous les détails de la situation. Oui, bien sûr. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans le fait de passer de magistrat à avocat? Vous m'aviez dit que ce serait peut-être bien, d'ailleurs, qu'il y ait plus facilement et plus souvent des passerelles de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui manque à l'avocat pour comprendre le point de vue du magistrat? Qu'est-ce qui manque au magistrat pour comprendre le point de vue de l'avocat ou de la famille? Je pense que du côté de la magistrature, il faut que de ce côté-là, on puisse avoir conscience de la violence que représente un placement, par exemple. Peut-être mieux mesurer l'impact que peut avoir un placement sur une famille, sur un être humain, sur ce qui manque à la suite de ces mesures qui sont ordonnées, sur le regard que l'on peut porter sur l'amélioration et les parents, la considération de ces parents, le regard du justiciable. De l'autre côté, j'ai envie de dire que ce qui m'a permis, moi, d'avoir un autre regard, en tout cas un regard complémentaire du côté de l'avocat, c'est que je me suis aperçue que finalement, en termes de placement, pouvait avoir un impact, ça pouvait être très très violent pour les personnes, parce que en assistant ces mamans, notamment, ou ces papas, parce qu'il m'arrive d'être sur des hommes et des femmes, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait constituer un effondrement et combien la mesure de placement pouvait être vécue une sanction, comme une peine. Donc, si vous voulez, le fait de pouvoir approcher l'être humain, d'être au plus près de lui, de l'entendre, d'avoir une restitution, j'ai envie de dire immédiate, sur les suites d'une mesure qui est ordonnée, ça permet de mesurer la pertinence, de mieux effectivement comprendre si effectivement elle est bien en adéquation avec la situation. Est-ce que ces gens qui parfois lancent la machine judiciaire sur les familles, est-ce qu'ils se rendent compte des conséquences en dizaines de milliers d'euros et en années de vie de leurs procédures et de leurs actions? Est-ce qu'ils sont vraiment sûrs d'eux? Est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ce que ça génère chez les autres? Alors ça, je suis pas sûre à 100%. La formation reçue par les magistrats est une très bonne formation. C'est une formation de qualité, une formation longue, pluridisciplinaire. Mais je pense que le fait d'avoir le contact avec les parents directement, avec les personnes qui sont concernées, et de pouvoir avoir une analyse de terrain, c'est-à-dire d'être vraiment dans le concret, pas simplement dans la théorie, ça permet quand même d'avoir une vue beaucoup plus ajustée de la problématique. Petite question à l'intérieur. Vous qui avez fait l'ENM et ce genre de choses, on a beaucoup de mal à avoir des gens qui, pour des raisons compréhensibles, parce qu'ils sont encore en poste. Vous, votre grand avantage, c'est que vous n'y êtes plus, donc vous pouvez parler tout en gardant effectivement un certain recul et un certain devoir de réserve, mais vous pouvez vous exprimer certaines choses, on peut poser des questions. Est-ce qu'à l'ENM, lorsqu'on vous envoie vous occuper des enfants ou des familles, est-ce qu'on regarde si jamais vous avez déjà eu des enfants, vous avez déjà eu des familles, si vous êtes équilibré, sans problème personnel sur ce côté-là? Alors ça, on n'a pas, quand vous avez un choix par rapport à des postes, c'est la personne elle-même qui va choisir son poste en fonction aussi de son rang de classement. D'accord. Mais ce n'est pas en fait le choix que vous faites, il est personnel. Ce n'est pas une fonction qui est imposée en fonction de votre situation de famille ou votre situation personnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire qu'on va attribuer un poste de juge. Vous avez des magistrats qui exercent et qui ne sont pas pour autant des mères de famille, qui peuvent être célibataires et qui, voilà. Ce n'est pas un critère, en fait, si vous voulez, de choix. Et ça ne se passe pas comme si on devait choisir quelqu'un en fonction de cette appartenance ou pas, c'est-à-dire appartenance à une situation. Je comprends. C'est juste qu'il y a des civilisations, si vous voulez, où les personnes qui vont venir s'occuper de la famille et de l'enfant sont des personnes d'expérience, de maturité, de sagesse, qui ont un peu la vie marquée sur eux-mêmes. Et puis, dans un environnement où on envoie très facilement les gens en expertise psychologique et psychiatrique, nous, on est nombreux à se demander, mais est-ce que ces gens qui nous envoient faire des expertises en ont subi eux-mêmes? Alors, il n'y a pas d'expertise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expertise médicale menée de manière poussée sur les candidats. Il peut y avoir une vérification des aptitudes psychiques et physiques à exercer un métier, mais il n'y a pas une expertise au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire une expertise médicale poussée sur les capacités ou sur le vécu ou sur l'historique et l'histoire familiale. Ça, il n'y a pas.
poussé. Lorsqu'ils nous envoient, nous, faire des expertises, c'est 1 heure devant un professionnel. C'est pas non plus très poussé, si vous voulez. On a régulièrement des cas d'intervenants, par exemple, qui, de manière très claire, avaient une vision idéalisée de ce que devait être éduqué un enfant et qui... on entend encore des gens qui ne comprennent pas qu'en situation de conflit parental, par exemple, un enfant est instrumentalisable. Il y a cette notion d'aliénation parentale, par exemple, qui parfois... D'ailleurs, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que les gens, quand ils vont être magistrats, qui sont appelés à s'occuper des mineurs ou de la famille, ont-ils des formations dans les sciences humaines récentes? Alors, sur les sciences humaines, oui, je pense qu'il doit y en avoir. Après, je ne pourrais pas vous dire le contenu exact. En avez-vous eu vous-même? Alors, moi, j'ai eu une formation, moi, je ne suis pas issue du premier concours, hein, donc voilà. J'ai passé un concours effectivement pour rentrer. J'ai eu une formation à l'ENM. Oui. Je n'ai pas eu par contre de formation en sciences humaines. En tout cas, moi, dans mon parcours, je n'ai pas eu de formation en sciences humaines. On vous a pas fait de psychologie, d'évolution de l'enfant, ce genre de choses, non? Enfin, moi, j'ai pas eu sur le concours dont je suis issue, je n'ai pas eu cette formation-là. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur le premier concours, le deuxième ou le troisième concours. C'est-à-dire sur les concours classiques, traditionnels, qui sont réservés notamment pour le premier concours aux étudiants. D'accord, oui. Et puis, on voit aussi énormément de professionnels qui font des efforts d'auto-formation, qui lisent et qui s'instruisent. Donc, il faut quand même le dire. Oui, on a quand même une obligation, attention, on a une obligation de formation continue. Hein. D'accord. Chaque année, donc, le magistrat doit effectuer cette formation continue, c'est important. Déontologiquement, c'est une obligation déontologique. Ça veut dire concrètement qu'on doit s'inscrire à des formations, alors soit qui peuvent nous apporter un complément d'instruction sur tel ou tel sujet, ou ça peut être aussi en adéquation avec notre activité pour pouvoir compléter notre instruction, pour pouvoir effectivement appréhender un aspect notamment sur la psychologie de l'enfant. Je sais qu'il y a dans les formations continues, il y a des thèmes qui sont proposés là-dessus. D'accord. Donc oui, il y a moyen de se former sur le terrain de la formation continue. D'accord. Mais il faut aussi s'inscrire. Il faut faire la démarche, d'accord. Il faut volontairement il faut faire la démarche. Mais bon, voilà, il faut volontairement faire la démarche. Hein, c'est pas quelque chose qui est imposé. Il faut quand même s'inscrire, être volontaire pour vouloir se former. Hein. Mais on a dans le calendrier de formation continue des formations qui sont relatives à la protection de l'enfant, ça c'est sûr. D'accord. Mais est-ce que vous savez aussi ce que font les autres intervenants, comment ils sont formés, quelles sont leurs spécificités? Est-ce que vous savez par exemple qui sont les gens qui tiennent les points rencontres médiatisés? Quels sont ces bacs plus 6 ou 7 parfois qui dirigent les travailleurs sociaux? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils ont été formés? Est-ce que vous communiquez avec ces intervenants-là? Ou est-ce que ce ne sont que des rapports qui arrivent dans vos bureaux? Non. Alors, faut savoir, moi en tout cas quand je travaillais au parquet, j'avais connaissance quand même de qui... par exemple, notamment, j'étais en lien avec la protection judiciaire et de la jeunesse. Je les voyais physiquement. Ça, c'est la police. Ça, la protection judiciaire. Non, je parle pas de police. Je parle de la protection judiciaire et de la jeunesse. Donc des éducateurs. Des éducateurs qui viennent pour faire des rapports. Hein, voilà. Donc on les voit physiquement. On les voit pas tous. On les voit pas tous. Et vous savez ce qu'ils ont comme formation, vous connaissez leur travail, vous savez en quoi consiste leur travail? Alors, leur travail, oui, quand même, parce qu'ils nous font des rapports. Donc, on leur demande de faire ces rapports et de nous informer, notamment sur la situation, la personnalité et les conditions de vie de l'intéressé. Parce que si nous sommes amenés à proposer une mesure, il faut quand même qu'on sache à qui on a affaire pour pouvoir proposer la mesure. Par exemple, s'il est opportun ou pas de proposer un contrôle judiciaire quand le mineur a commis une infraction. Qu'est-ce qu'il est opportun de faire? Est-ce qu'il est opportun de garder un contact avec le père ou la mère ou un membre de la famille? Donc pour tout ça, il faut quand même connaître quelles sont les conditions de vie du mineur. Donc ces éducateurs ont pour mission de faire un rapport et de nous informer et de tenir informé le tribunal. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. C'est vrai qu'on a l'impression que ces éducateurs, ces sociaux, ont une énorme importance par rapport à vous, parce qu'en fait, c'est quasiment une de vos rares sources d'information, et leur avis est quasiment prépondérant. Alors, je dirais pas que... Alors, ça, je dirais, quand vous dites prépondérant, vous dites par rapport au rôle de l'avocat, parce que si vous suivez... Alors non, parce que le magistrat, si vous voulez, l'avis des travailleurs sociaux n'est pas prépondérant par rapport à celui du ministère public. C'est simplement que eux, l'analyse qu'ils proposent, ils sont censés avoir rencontré les personnes, que le ministère public ne rencontre pas, puisque le ministère public, il va recueillir des avis,
après avoir, j'ai envie de dire pratiquement sur délégation en fait. C'est-à-dire qu'on a un rapport du conseil départemental qui nous parvient avec l'avis d'un inspecteur. On a des rapports qui nous parviennent de la part des travailleurs sociaux ou de la part des éducateurs. Et donc, à partir de ces avis, on va pouvoir émettre notre propre avis en tant que magistrat du parquet. L'avocat, c'est différent. L'avocat, lui, il intervient, il est beaucoup plus mal loti, puisqu'il n'est pas, je veux dire entre guillemets, pas dans la maison, si on peut dire. Et d'autre part, souvent, les rapports lui sont communiqués, j'ai envie de dire, au dernier moment, à la dernière minute, voire la veille, voire quelques jours avant l'audience. Et donc, le travail de l'avocat, il va être difficile, parce qu'il va, pour contrer d'éventuelles inexactitudes et pour assurer les vérifications, ou à tout le moins recueillir des témoignages ou chercher des éléments de preuve, effectivement, l'espace-temps est réduit pour l'avocat. L'espace-temps est très très réduit. C'est pas du tout les mêmes conditions de travail, c'est sûr, d'un côté comme de l'autre. Absolument, absolument. Surtout que l'avocat, lui, est un prestataire privé, et puis, ouais. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est très différent. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Maître Frédéric Martin, là, vous avez travaillé, donc vous avez une expérience de plusieurs dizaines d'années. Vous êtes maman vous-même? Oui, je suis maman moi-même, oui, tout à fait. Le papa est toujours là? J'ai une petite fille. Le papa est toujours là. Je vis toujours avec le papa. Je suis mariée, voilà. D'accord. Oui, j'ai une vie tout à fait équilibrée, on va dire. Ok. Non, mais je veux dire, normale. Ça fait, on va dire, une bonne vingtaine d'années que vous êtes dans ce milieu-là, on va dire. Oui. Est-ce qu'il y a une influence de la société civile, des débats, des politiques sur la façon d'exercer ces métiers? Ah oui, tout à fait. Alors, vous parlez des deux métiers ou vous parlez d'un des deux? Parce qu'avocat, j'ai pu en interroger beaucoup. Magistrat, c'est rare. Je veux dire, le code pénal est d'interprétation stricte. On pourrait s'attendre à une vision quasiment mathématique et absolue du droit. Mais est-il appliqué de la même manière suivant les époques? Est-ce qu'il y a des demandes? On va vraiment faire attention à telle ou telle chose? On va axer sur l'inceste, on va axer sur les violences intrafamiliales, on va axer sur telle ou telle chose, en fonction de l'actualité, des débats, des déclarations de la chancellerie, ce genre. Est-ce que vraiment, être magistrat, c'est appliquer le droit qui a été défini par les représentants du peuple à l'Assemblée nationale? Donc en fait, vraiment, si on lit Montesquieu, il y a des lois qui sont définies à l'Assemblée, qui sont votées, il y a des magistrats qui les appliquent avec leur interprétation, le cadre d'interprétation qu'ils ont par eux-mêmes. Est-ce que ça marche vraiment comme ça, ou est-ce que vraiment ça oscille et ça tangue suivant les époques, les intervenants? Alors, il faut savoir d'abord que selon les époques, l'adoption des lois qui est faite par l'Assemblée nationale, le législateur c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce sont plusieurs courants politiques. Forcément c'est soumis, c'est forcément contextuel à l'évolution des mœurs, à l'économie, à la société dans laquelle nous vivons. Et ces lois, elles doivent être appliquées donc par les magistrats. Comme disait Montesquieu, les juges sont la bouche de la loi. Mais ce n'est pas simplement qu'une application textuelle de textes où on viendrait simplement dire et redire des textes qui sont consignés par écrit dans le cadre d'un texte législatif. C'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a une impulsion qui est donnée avec des priorités, des buts de priorité et des priorités de politique pénale. Par exemple, à titre d'exemple, il y a, je crois que c'est l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, où on avait fait donc des violences conjugales, la lutte contre les violences conjugales, on en a fait un but de priorité de politique pénale, qui a été décliné sous forme de circulaire avec tout simplement des objectifs qui étaient de répondre de manière efficace. Oui, avec des circulaires notamment qui instauraient la levée des droits parentaux dans les cas de présomption, ce qui était une nouveauté dans un cadre législatif très nouveau quand même. Alors, quand là, vous parlez carrément de la loi Santiago, je pense, de la loi du 18 mars 2024, qui a été suivie d'une circulaire du 22 août 2024, qui a été édictée par le garde des Sceaux, notamment, par monsieur Éric Dupond-Moretti. Il y avait déjà eu un truc en 2019, je crois. Oui, mais là, ça a été renforcé. C'est-à-dire que là, on a voulu renforcer, on a rectifié l'article 378-2 du Code civil, et on a dit qu'à partir du moment où il y avait des poursuites pénales qui étaient exercées pour des violences intrafamiliales ou des violences sexuelles, à partir du moment où il y avait une enquête pénale ou qu'il y avait une ouverture d'information, qu'il fallait envisager donc la suspension de l'autorité parentale et la suspension donc des droits de visite et d'hébergement du parent désigné comme mis en cause ou mis en examen. Ouais, dans un cas de présomption et donc éventuellement d'instrumentalisation dans un divorce. Alors, de présomption, on peut dire ça de manière générale, on est dans le cas par cas.
et qu'il faut toujours effectivement regarder la véracité des dénonciations qui sont faites, évidemment, ça suppose une enquête. Une enquête, elle doit être faite à charge et à décharge. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de rechercher la vérité. Donc, quand on est dans la présomption, on est forcément, de l'autre côté, on a toujours la présomption d'innocence. On pourra déclarer coupable quelqu'un que lorsqu'on aura la certitude qu'il est coupable, et ça sera fait par un tribunal. À ce stade-là, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution que l'on va appliquer. C'est-à-dire que on a des éléments qui fondent à penser qu'un enfant a été victime d'abus sexuels, de viol ou d'agression sexuelle. Une information judiciaire est ouverte, la personne est mise en examen, on applique le principe de précaution pour éviter, si vous voulez, qu'il y ait une réitération ou une aggravation de la situation. Voilà. Cette circulaire-là, c'est quand même dans ce sens-là qu'elle a été prise dans un sens but de protection. Je pense que l'intention était excellente. La réflexion qu'on se fait, nous, c'est comment se fait-il que des enfants qui ont besoin d'être protégés ne le soient pas, et comment se fait-il aussi qu'il y ait aussi des fausses accusations qui... Enfin, on a l'impression que ça marche pas très bien, en fait, que le rythme de la justice ne correspond pas au rythme de l'enfant, et on a du mal à voir, en fait, comment ça... Vous, de l'intérieur, vous avez l'impression que ça marche bien? C'est pas... marcher bien, je dirais que c'est pas évident. Hein. D'abord, c'est très compliqué dans ce type d'infraction de savoir exactement. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la justice, elle marche avec des preuves, avec des éléments objectifs, et que pouvoir démontrer des faits de viol ou des faits d'agression sexuelle, notamment des faits d'agression sexuelle et d'attouchement, il n'y a pas de traces physiques. Donc, qu'est-ce qui va fonder une accusation? C'est tout d'abord les constatations médico-légales. Ce sont les déclarations de la victime et les éventuels témoignages de témoins. On sait que dans ce domaine-là, les témoins, il y en a peu ou pas. Et souvent, donc, on va avoir la parole d'une victime contre la parole d'un mis en cause. Donc, il faut quand même avoir des éléments objectifs. Donc, il faut rechercher des éléments objectifs. Alors, quels sont ces éléments objectifs? Oui, mais ça, on sait qu'on a 2 à 3 semaines pour le faire. On n'a pas 3 ans. On sait que lorsqu'il y a un enfant qui a quelque chose... Moi, j'ai été expatrié durant plusieurs années, plus de 10 ans, il y a quand même un certain nombre d'endroits sur la planète où lorsque un enfant a quelque chose, il y a des gens qui viennent voir dans les heures, voire les jours qui viennent, et non pas 3 ans plus tard. Est-ce qu'on n'a pas un problème? Alors normalement c'est pas 3 ans plus tard. Les enquêtes, elles sont pas 3 ans plus tard. Dans les dossiers si c'est 3 que ans j'ai, plus tard, madame, c'est qu'il y a un problème. Bah oui. Et ben alors j'ai beaucoup de dossiers avec des problèmes. Et ce sont des problèmes avec des enfants qui soit sont en danger, soit qui sont instrumentalisés, parce que j'ai les deux. Donc moi je suis pas là pour essayer de pardonner ceux qui se comportent mal. Je voudrais que l'État justement fasse son travail comme il le faut. Je porte aussi la voix de ceux qui se plaignent parce que ça marche mal. Parce que quand ça marche bien, je les vois pas. Il y a peut-être aussi ça dans le milieu associatif, si vous voulez. Mais on a quand même l'impression que on a un problème de rapidité. Alors là-dessus, j'ai envie de vous répondre aussi parce que là, je me réfère à mon expérience professionnelle. Oui. Moi, je sais que les officiers de police judiciaire avec qui j'ai travaillé avec des équipes qui étaient rapides et je m'employais, si vous voulez, à essayer d'aller vite. Maintenant, il est certain qu'il ne faut pas attendre 3 ans pour intervenir. Quand vous avez des dénonciations et des révélations des faits de cette nature, il faut tout de suite envisager, en tout cas rapidement, une audition Mélanie. L'audition Mélanie, c'est quand même une audition qui est organisée normalement avec des personnes qui sont qualifiées, qui sont formées pour pouvoir procéder à l'audition du mineur qui révèle des faits de cette nature-là. Évidemment, ça ne doit pas se passer 3 ans après, parce que 3 ans après, il y a un risque profond de déperdition des preuves. Et j'ai envie de dire, plus on tarde, et moins on ne pourra prouver. Bien sûr qu'il faut agir très vite. Je veux dire, la procédure va durer 3 ou 4 ans, parce qu'entre, par exemple, la déclaration pour suspicion, l'IP et autres, et le jugement, il peut s'étaler 3 ou 4 ans. Et là, les dégâts sont irrémédiables dans la vie des gens. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je pense que cette loi du 18 mars 2024 et cette circulaire, elle est quand même adaptée parce qu'à partir du moment où ce principe de précaution s'applique, ça évite de remettre les personnes normalement dans la gueule du loup. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous qui travaillez aussi avec des institutions, la Civise et autres, qui avez cette vue de l'intérieur, comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça? Quelles seraient vos propositions? Je suppose qu'on pourrait se plaindre qu'il y a un défaut de moyens qui est visible et qui est évident. On a des gens qui travaillent de 7h du matin à 11h le soir dans beaucoup d'endroits, sans aucune reconnaissance et sans personne ne le signifie nulle part. On a des manques de papier dans les photocopieuses, des dossiers qui pourrissent dans les étagères parce qu'il n'y a pas de pour s'en occuper. À part ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux, tout ça, pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, effectivement, alors,
Il y a l'aspect budgétaire et l'aspect des moyens humains. Je suis en adéquation, mais pas que. Je pense que l'amélioration du traitement, de la protection de l'enfance ne passe pas que par l'allocation de moyens budgétaires et humains. Ça doit passer également par une réflexion autour de la prise en considération des droits fondamentaux, notamment des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire de l'enfant, mais aussi des parents, notamment sur l'accès au dossier, sur le regard que l'on porte sur ces parents, ce ne soit pas un regard dénigrant, que ce soit pas un regard qui soit dévalorisant, sur l'accompagnement que l'on peut assurer pour des parents dont on place les enfants, de prendre en considération ce que peut représenter une mesure de placement, parce que c'est une mesure particulièrement violente avec un impact réel, et peut-être tout simplement de renforcer le caractère pluridisciplinaire de ce type de décision. Je pense par exemple aux décisions de placement des nourrissons, où il serait sans doute judicieux que ce ne soit pas un juge seul qui prenne ce type de décision, mais un juge qui soit accompagné par exemple d'un pédopsychiatre, d'un médecin qui serait à ses côtés pour évaluer les risques d'une telle mesure, en évaluer les dangers. Madame Maître Frédérique Martin, merci beaucoup. Je vois que vous rejoignez notre grande proposition qui est celle de renforcer la prévention, embrassant les divers intervenants au niveau en amont, le plus vite possible, le plus tôt possible. C'est effectivement une de nos propositions phares. Je vous remercie beaucoup pour votre travail, pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous dis à bientôt et à tout le monde à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, monsieur. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.